Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, cher Jean-Robert, messieurs les ministres, Madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le doyen des inspecteurs, Mesdames et Messieurs les inspecteurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers élèves, je suis vraiment enchanté de vous accueillir ici pour la conférence de rentrée du cycle des académiciens en Sorbonne. Nous ouvrons aujourd'hui la 3e édition de ce cycle exigeant et ouvert sur vous, la jeunesse, où nous sommes fiers et heureux d'accueillir cette année encore des élèves issus des 3 académies franciliennes, Créteil, Paris et Versailles. Je remercie vivement l'Académie des sciences morales et politiques, l'une des 5 académies formant l'Institut de France, et en particulier son secrétaire perpétuel, M. Jean-Robert Pitt, qui a eu l'idée de ce cycle pour l'opportunité qu'il offre aux élèves et à l'ensemble de la communauté éducative. Et pour cette conférence inaugurale, c'est justement Jean-Robert Pitt qui va nous faire l'honneur de parler du sujet suivant, penser les frontières en géographe. Le géographe, vous le savez, c'est celui qui écrit la Terre, mais pour cela, il doit d'abord être capable de la lire. Or, les frontières sont des clés de lecture, qu'elles soient physiques, économiques, historiques ou culturelles. Elles sont toujours, d'abord et avant tout, éminemment géographiques. La frontière est un objet ambivalent au sens étymologique du mot. C'est un objet double. Elle sépare 2 espaces. Elle est un trait d'union et une ligne de démarcation, un seuil et une sortie. Penser la frontière, c'est aussi toujours regarder de part et d'autre. La frontière est aussi un objet d'actualité, cela ne vous aura pas échappé. Nous l'avons constaté tout au long de la crise sanitaire, lorsque les États ouvraient et fermaient leurs frontières pour limiter la propagation du virus. Nous le voyons encore aujourd'hui en Ukraine, en Cisjordanie, à Taïwan, où des femmes et des hommes redoutent de voir leur territoire restreint ou avalé. Les frontières cristallisent les tensions. Certains veulent les abaisser, d'autres les franchir, d'autres encore y ériger des murs, d'autres encore nous invitent à réfléchir au-delà des frontières pour inventer une solution plus globale. Voilà pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de penser les frontières pour prendre de la hauteur, pour mettre en perspective, pour déchiffrer le monde qui nous entoure. Jean-Robert Pitt, qui mieux que vous pour évoquer ce sujet ? Tout au long de votre vie, vous avez vous-même franchi bien des frontières. Votre parcours est celui d'un curieux insatiable. Vous êtes issu d'une famille d'Europe, pour citer le titre de votre autobiographie historique. Vous y écrivez, je cite, « Ma généalogie est un écheveau d'infortunés destins européens, cabossés par les intolérances et les guerres que les peuples de ce continent n'ont cessé d'entreprendre, brisés par des frontières qu'ils n'ont cessé de dresser entre eux, mais aussi par les fractures sociales. » Les frontières sont donc inscrites au cœur même de votre histoire personnelle et familiale. Vous naissez et grandissez à Paris et vous étudiez la géographie à la Sorbonne jusqu'à l'agrégation en 1971. Mais vous restez un voyageur. En 1972, vous partez pour la Mauritanie, on l'évoquait à l'instant, où vous passez 2 ans à l'école normale supérieure comme professeur d'histoire et de géographie. De retour à Paris, vous enseignez en Sorbonne, parfois dans cet amphithéâtre même. En parallèle, vous endossez diverses responsabilités administratives au sein de l'université. 2 exemples simplement qui sont représentatifs de votre extraordinaire esprit d'ouverture. En 1980, vous créez et présidez l'université Interage de Paris-Sorbonne. En 2006, alors président de Paris 4, vous ouvrez une antenne à Abu Dhabi. Vous êtes un géographe insatiable, avide de découvertes. Vos travaux vous ressemblent. Là aussi, vous franchissez les frontières entre les sujets et entre les disciplines, ce qui est essentiel, je crois, pour un universitaire. Vous écrivez sur les lieux que vous aimez, Mauritanie, Japon, France, bien sûr. Vous êtes auteur d'essais politiques et surtout, vous vous passionnez de géographie culturelle, en particulier la géographie des paysages, la gastronomie et, last but not least, l'énologie.
En 2008, vous rejoignez la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires pour obtenir le classement du repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et oui, c'est à vous que l'on doit cela. Ce travail pionnier reflète votre sensibilité à la culture sous toutes ses formes et la finesse de votre analyse du repas en tant que pratique sociale et en tant qu'héritage à transmettre. Votre travail est célébré dans le monde entier. Infatigable voyageur, vous avez donné des conférences et enseigné dans plus de 30 pays. Vous êtes reconnu dans les milieux savants les plus prestigieux. En 2008, vous avez donc été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Vous en êtes le secrétaire perpétuel depuis 2017. Vous êtes aussi membre de nombre d'académies, l'Académie des sciences d'outre-mer, l'Académie du vin de France, du vin de Bordeaux. Mais même dans votre pratique de la géographie, un décloisonnement est à l'œuvre. Professeur, pédagogue convaincu, vous ouvrez la discipline aux non-spécialistes, vous la faites rayonner au-delà des milieux académiques. C'est cela, un grand professeur. Votre présence ici en est un exemple éclatant, mais en témoigne aussi votre bibliographie et vos engagements associatifs. Je le rappelle, vous êtes aussi président de la Société de géographie, par exemple. Chers élèves, vous avez dû le comprendre, vous avez devant vous un homme inépuisable qui s'est illustré avec talent, comme administrateur, comme chercheur, comme auteur, mais avant tout comme professeur. C'est un scientifique de terrain, à l'écoute de ses passions et fidèle à ses convictions. Son amour de la géographie est sans limite, je peux en témoigner. Il connaît les frontières pour les avoir franchies maintes et maintes fois, et aujourd'hui, c'est de cela dont il vient nous parler, car penser les frontières en géographe, c'est penser la société, c'est penser la culture, c'est penser le monde entier. Merci beaucoup. Merci, cher recteur, merci, cher Christophe, de cet accueil, et merci surtout de nous permettre à nous, un certain nombre de mes confrères et moi, académiciens des sciences morales et politiques, de venir nous adresser aux élèves des lycées principalement, mais parfois des classes préparatoires, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui, des académies d'Île-de-France. C'est un privilège pour vous, sans doute, d'entrer pour la première fois dans ce merveilleux amphithéâtre où moi-même j'ai suivi des cours lorsque j'étais étudiant. Après 68, les recteurs ont plutôt hésité à laisser l'amphithéâtre ouvert parce qu'il y avait eu quelques dégradations sur les murs. Mais vous êtes d'une génération extrêmement rangée et sage, donc rassure-toi, il n'y aura pas de dégradation sur les murs aujourd'hui. En tout cas, c'est un endroit, un temple du savoir, et nous sommes tous très fiers de pouvoir nous adresser à vous dans ces murs. Cette idée de faire sortir les académiciens de l'Institut de France sur les quais de Seine, sous la coupole, revient non pas à moi, comme le dit le recteur, mais à lui qui m'a proposé cette opportunité que j'ai saisie au vol, et un certain nombre de mes confrères se sont déjà exprimés cette année. Donc j'assure l'introduction sur les frontières qui rentrent dans vos programmes. Je vais tout de suite, alors depuis mon pupitre assis, vous parler de ce sujet, mais Marianne Bastide-Bruguière viendra parler, peut-être à certains d'entre vous ou à d'autres, des nouvelles routes de la soie et de la puissance chinoise. Alain Duhamel viendra parler de la crise de la démocratie, Thierry de Montbrial des enjeux de la guerre d'Ukraine, Souad Ayada de la recherche de soi, l'idéal antique aux inquiétudes de l'âme moderne, et Jean Tirole, notre prix Nobel, sauver le bien commun. Donc je suis vraiment très heureux que l'on puisse organiser ces séances. Vous aurez la parole et vous pourrez poser des questions. Je remercie tous ceux qui ont permis cette organisation, en particulier donc le personnel du rectorat, notre équipe, notre Dream Team, comme on dit en très bon français, de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous les voyez ici au premier rang, donc Véronique Duchot-Fuseli qui est la secrétaire générale, et Marianne Thomy qui travaille beaucoup pour l'organisation de ces séances, et Perrine Michon qui est géographe, ne l'oublions pas, qui est à ses côtés, et tous ceux qui travaillent à cette organisation. Alors je crois que vous allez avoir un tout petit film, c'est ça, maintenant, pour vous dire en 2 mots. C'est moi qui parle encore, mais là vous allez me voir maquillé, etc., en situation à l'Académie, pour vous dire en 2 mots ce qu'est l'Académie des sciences morales et politiques, et après on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Merci de votre présence et de votre attention.
Je suis Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et Géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot morale s'applique aux mœurs, c'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté, puisque notre seule tutelle c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. Et nous avons une totale liberté d'expression, bien sûr dans le respect de toutes les opinions, et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets, mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays. Donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre. Et donc je pense que nous avons des choses à dire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances. Il y a 2 salles de réunion. Et quand nous sommes nombreux, qu'il y a du public, qu'il y a des projections, nous nous réunissons dans cette très, très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs des différentes académies de l'Institut de France. Toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie, ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis après-midi sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie bien entendu. Par exemple cette année nous avons traité du pouvoir. On a traité des années précédentes de la liberté d'expression, on a traité des relations internationales en France et dans le monde, on a traité des grandes institutions juridiques internationales. Enfin, les sujets sont très très variés en fonction de la personnalité du président. Par ailleurs, nous avons des groupes de travail sur différents sujets. En ce moment, il y a un grand groupe de travail très important qui s'est réuni sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie. Donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons, mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays. Donc, penser les frontières en géographe, ça rentre dans vos programmes, vos professeurs en parlent beaucoup parce que c'est devenu beaucoup plus que lorsque j'étais étudiant et au début de ma carrière, c'est devenu un sujet important en géographie. Je dois dire, bon, pour ceux d'entre vous qui ont, en particulier pour vos professeurs, qu'un géographe comme Yves Lacoste a contribué à réhabiliter la géopolitique et à en faire une branche de la discipline de la géographie non récupérée par les partis politiques et par les idéologies, petit à petit, ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais étudiant. Et puis il y a un géographe qui a fait une carrière de diplomate aussi, Michel Fouché, qui a consacré pratiquement toute sa carrière à travailler sur les frontières. Simplement, dans cette partie de la géographie qu'on appelle la géopolitique, la frontière est surtout étudiée, et c'est le cas dans le libellé de vos programmes, sous l'angle politique, sous l'angle de la géopolitique, la frontière qui sépare 2 États. Alors c'est important, et d'ailleurs on va en parler beaucoup, puisque c'est ce qu'on vous demande d'étudier dans vos programmes, mais je voudrais essayer d'élargir d'abord le sujet et de définir en 2 mots la frontière. On peut peut-être passer la première image que je vais vous commenter, mais vous pouvez commencer à la regarder, elle va vous surprendre, parce que c'est pas dans vos programmes, encore que ça sort d'un vieux manuel scolaire que j'avais rédigé dans les années 80, et que certains professeurs ont utilisé beaucoup ces 4 cartes. En tout cas, la frontière, qui vient du latin frontis, la partie antérieure de la tête d'un humain ou d'un animal ou d'une armée, délimite en fait un territoire. Mais un territoire, c'est pas forcément politique. Un territoire, c'est un lieu qui est à la fois physique, environnemental et humain. Et vous le savez bien, il y a des frontières qui sont des frontières qu'on appelle, on les appelait plutôt, l'expression est moins à la mode aujourd'hui dans la géographie, des frontières naturelles. Par exemple, la différence entre une plaine et une montagne, la frontière entre une plaine et une montagne, géologique.
du calcaire et du granit. Et vous savez que ça a des conséquences sur l'organisation de l'espace, sur l'agriculture, sur la végétation, etc. Des frontières de sol. Vous avez des régions de bon sol et puis des régions de sol médiocre. Regardez, entre la Beauce et la Sologne, par exemple, la Beauce est couverte de champs de blé, de maïs et de soja, tandis que la Sologne est couverte de forêts et de médiocres pâtures qui sont des clairières au milieu de la forêt. C'est une vraie frontière géologique qui a des conséquences sur le paysage, sur l'environnement, sur l'économie, sur le peuplement, les densités de population, etc. Le climat. Vous avez des zones sèches et des zones humides, alors parfois avec des transitions, souvent il y a des transitions, en particulier en France, mais parfois c'est extrêmement brutal. C'est ceux d'entre vous qui connaissent les Pyrénées et qui font de la randonnée dans les Pyrénées, quand vous êtes côté français, en Ariège, dans les Hautes-Pyrénées, etc., vous êtes dans la verdure, vous êtes dans une forêt qui est verte, de feuillus, dense. Dès que vous arrivez sur la crête des Pyrénées, quand vous arrivez sur les sommets, vous voyez de l'autre côté, c'est la steppe. Et donc on disait traditionnellement l'Afrique commence aux Pyrénées, c'est un vrai contraste climatique entre le versant français au nord et le versant pyrénéen au sud, des frontières climatiques brutales. Il y en a beaucoup, ceux d'entre vous, peut-être vous en entendrez parler, ou vous visiterez, ou vous avez visité, vous allez en Israël, quand vous êtes sur les sommets d'Israël, en Judée, autour de Jérusalem, vous avez des champs opulents, des oliveraies, vous avez de la vigne, etc. Il y a des villes, il y a beaucoup de monde, et puis vous arrivez au bord du Grand Rift, qui est en train de s'écarter avec la vallée du Jourdain au fond, c'est le désert absolu, c'est un contraste extraordinaire, un contraste climatique et de paysage, d'économie, de peuplement, et puis on va le voir à la fin de cette causerie, de géopolitique également. Vous avez les frontières entre, bien sûr, la terre et la mer, parfois extrêmement brutales. Je reviens de Taïwan, vous avez sur le versant pacifique de Taïwan des montagnes de 1500 mètres, 2000 mètres d'altitude qui tombent à la verticale dans le Pacifique. Et de l'autre côté, au contraire, il y a une transition floue, vous avez des zones marécageuses, comme en Languedoc chez nous. Donc il y a dans la nature des frontières, certaines sont très stables, certaines sont plus floues. C'est la géographie des frontières, c'est justement essayer de comprendre pourquoi certaines frontières sont brutales et très bien marquées. On va en évoquer beaucoup sur le plan géopolitique dans un instant. D'autres sont beaucoup plus floues et on ne les voit même pas, ni dans le paysage, mais elles existent. Par exemple, vous allez de la France à la Belgique, vous ne voyez pas de changement, ni de paysage, ni de peuplement. C'est la même chose de part et d'autre. C'est une frontière politique importante, mais qui n'apparaît pas dans le paysage, alors que dans d'autres cas, ça apparaît extrêmement nettement. Alors, ce dont on va parler, c'est plutôt aujourd'hui du territoire, au sens que lui donnent beaucoup de géographes, qui est l'espace approprié, qui nous appartient, ou vous appartient. Vous, je ne sais pas, alors, certains d'entre vous doivent avoir une chambre individuelle, d'autres pas, partagent avec des frères et sœurs, mais souvent, à votre âge, la chambre individuelle, c'est un moyen de s'isoler un peu de la famille, des parents, et c'est un territoire, une chambre individuelle. Et en fait, comme les animaux, vous savez que les animaux sauvages marquent leur territoire de différentes façons, comme les chiens le font. Vous faites pratiquer autrement, mais parfois c'est de mettre quelques chaussettes sales à l'entrée de la chambre, qui est un moyen de marquer votre territoire, de marquer votre frontière ou d'entretenir un savant désordre dans votre chambre, selon vos caractères. Et c'est un moyen de marquer votre espace qui est à vous. Et vous détestez en général qu'on rentre dans votre chambre, que vous y soyez ou que vous n'y soyez pas. Si vous n'y êtes pas, encore moins, parce qu'on risque de découvrir des choses que vous ne voulez pas que l'on découvre. Mais ça, c'est de la géographie. La géographie étudie, comme vous le savez, sans doute toutes les échelles. De la plus petite échelle, même le fait de l'organisation intérieure de votre chambre peut faire l'objet d'une géographie. L'endroit où vous avez placé votre lit a une signification. Et si vous changez vos meubles ou vos bibelots de place, ou vos affiches sur les murs, etc., ça a souvent une signification et ça relève de la géographie. Donc ça, c'est l'échelle la plus minuscule, personnelle. Et puis il y a une géographie de l'intérieur des maisons familiales avec des frontières aussi entre l'espace des parents, l'espace de la cuisine, les espaces intimes, etc. Tout ça commence à être étudié par les géographes. Puis à l'échelle du quartier, de la maison, par exemple, voilà un vrai sujet géographique qui a été bien étudié. Pourquoi, lorsque vous allez aux États-Unis,
il y a beaucoup de maisons individuelles aux États-Unis et des jardins autour, et il n'y a pas de barrière entre les jardins. On passe d'un jardin à l'autre, mais pas n'importe quand et pas n'importe comment. Tandis qu'en France, chacun met une clôture autour de son jardin, n'aime pas que le voisin regarde devant, n'aime pas que le voisin fasse trop de bruit à côté. Donc parce que ça correspond à des mentalités différentes et à des fondements socioculturels très différents, en particulier religieux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous avez évidemment ensuite à l'échelle des villes, à l'échelle des villages, à l'échelle des départements, je vais vous donner un certain nombre d'exemples dans un instant. Donc on va évoquer des frontières politiques bien sûr, mais ce que je voudrais surtout que vous compreniez, c'est mon premier thème, c'est que derrière les frontières politiques, il y a souvent des frontières culturelles, c'est-à-dire des différences de langue, des différences de religion, des différences d'ethnie. Et une ethnie, ça n'est pas une race, ça peut ressembler. Une nation peut correspondre à une ethnie, une nation peut être pluriethnique aussi, mais une ethnie souvent essaye de constituer son territoire. C'est le cas des tribus qui se partagent des territoires ou des vallées. Ma voisine Marianne Thomy me disait hier, elle est corse, qu'en Corse, les villages qui occupent des vallées souvent très étroites ont peu de communication traditionnelle avec les villages d'à côté. Moi, je connais dans le département de l'Ariège, aussi où il y a des vallées très étroites, alors ça c'est en train de changer, mais il y a 40 ans, dans certaines vallées auxquelles je pense, les gens étaient majoritairement petits et bruns, et dans la vallée d'à côté, grands et blonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des générations et des générations, on ne s'est jamais marié entre paysans de ces deux vallées voisines, et donc du coup l'endogamie fait que les gens ont conservé des traits physiques qui datent souvent de l'époque des invasions, c'est-à-dire du 5e, 6e, 7e siècle. Les grands blonds sont, on n'a pas de preuves, mais sans doute des descendants des Visigoths, et les petits bruns, peut-être des descendants des Arabes qui ont franchi les Pyrénées en venant d'Espagne et en venant d'Afrique du Nord pour aller jusqu'à Poitiers. En tout cas, l'endogamie fait que... Et alors ça crée une vraie frontière. Et jusqu'à une date récente, il n'était pas question que l'on épouse un homme ou une femme de la vallée d'à côté. C'était très 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 mal vu. Et souvent, dans ce cas-là, les gens étaient obligés de quitter le village et d'aller habiter ailleurs. Et ça existe partout dans le monde, parce que derrière tout ça, il y a le fait que quand on ne se parle pas, qu'on n'est pas en contact avec ses voisins, eh bien l'ignorance fait qu'on se méfie d'eux, voire qu'on a envie de les agresser. Et beaucoup de guerres naissent de l'ignorance géographique. On a l'habitude de dire, enfin c'est une phrase qui maintenant est courante chez les géographes, que l'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Donc si vous connaissez mieux vos voisins, ceux qui sont différents de vous, qui sont de l'autre côté de la frontière, vous avez moins tendance à avoir peur d'eux, vous avez moins tendance à les mépriser, moins tendance à vous moquer d'eux. Enfin, on peut se moquer gentiment, hein. Faire une blague belge, ça n'a jamais fait de mal à personne, d'autant que les Belges en font des blagues sur nous aussi. Donc tout ça n'est pas méchant. Mais l'ignorance peut aller jusqu'au conflit extrêmement grave et jusqu'au meurtre. Très bon exemple d'une frontière totalement artificielle. Vous avez sans doute entendu parler des massacres du Rwanda entre Hutus et Tutsis. Les Hutus sont les cultivateurs des vallées. Ils sont en général petits parce qu'ils mangent des céréales, tandis que les Tutsis sont les éleveurs des hauteurs qui, eux, mangent de la viande et boivent du lait, et ils ont 30 cm de plus que les autres. Simplement, quand on les analyse sur le plan génétique, ce sont exactement les mêmes. Et leur différence de mode de vie et la frontière qui existe entre les plaines et les montagnes a fait, au fil des siècles, qu'ils en sont venus à se détester et à se massacrer allègrement, alors que c'était des gens cultivés, qui avaient été à l'école, souvent qui étaient chrétiens et qui allaient à la messe, etc. Mais là, c'est le résultat de l'ignorance. Alors, premier exemple que vous avez sous les yeux, que maintenant vous avez eu le temps de bien regarder, je ne sais pas si c'est assez grand sur l'écran, c'est une carte de la France, et je vous propose d'analyser la première carte en haut et à gauche, c'est la carte des toits sur les maisons traditionnelles de France. Si vous avez voyagé un peu en France, vous avez remarqué, quand on va du nord vers le sud, que passer une certaine ligne, donc c'est le Poitou, c'est la région du Mâconnais, dans les régions à l'est, on passe de maisons traditionnelles qui ont les toits en pente forte, avec des tuiles plates dessus, et vers le sud,
des toits à pente faible et avec des tuiles rondes. Alors, certains ont pu penser, moi, quand j'étais étudiant ici, c'était très à la mode d'étudier ces choses-là. On s'intéressait beaucoup à la chair du paysage, au grain du paysage. Aujourd'hui, c'est un peu moins à la mode, mais quand même, vous avez sûrement tous observé cette différence. Alors, à première vue, on pourrait se dire c'est à cause du climat. Il pleut très très fort enfin, il pleut beaucoup plus, pas très très fort, il pleut beaucoup plus dans le nord de la France. Par conséquent, avec des toits à pente forte, l'eau s'évacue facilement. Tandis que dans le Midi, où c'est plus sec, où il pleut moins, les toits à pente faible vont très bien, donc c'est une origine climatique. Ben non, pas du tout. Parce que dans le nord de la France, à Paris par exemple, en fait il ne pleut pas tant que ça. Il tombe 550 mm d'eau par an, à peu près comme à Strasbourg, qui est la ville la moins arrosée, et ce sont souvent des pluies très fines. Alors il y a quelques orages au printemps ou en été, mais en général ce sont des pluies fines qui durent toute la journée. Si il y a des Bretons ou des Normands parmi vous, le Crachin, c'est très humide, mais ça ne fait pas beaucoup de quantité d'eau à la fin. Tandis que dans le Midi, certes il pleut moins souvent, mais quand il pleut, il pleut. Et souvent avec une violence incroyable. Vous avez vu dans le Midi, dans les Alpes-Maritimes, dans le Gard, dans le bas de la vallée du Rhône, dans le sud de la vallée du Rhône, des pluies, des orages d'une violence incroyable, et les toits à pente faible ne sont pas du tout adaptés à ça. D'ailleurs, si vous regardez bien de près une maison du Midi avec des toits, avec des tuiles arrondies, vous apercevez que la tuile du dessus recouvre des 2/3 la tuile du dessous, parce que si pour faire de l'économie de tuiles, le recouvrement est très faible, l'eau, dès qu'il pleut très fort, l'eau passe entre les tuiles et rentre dans la maison. Donc en fait, c'est pas du tout pratique. Alors d'où ça vient? Si c'est pas l'eau, si c'est pas la protection contre le climat, eh bien, ça vient d'autre chose. Et vous vous apercevez, regardez l'image qui est la première en haut et à droite, que, alors ça vous dit plus grand-chose parce que maintenant c'est totalement démodé avec les engrais, etc. C'est exactement la même frontière qu'entre, dans la France traditionnelle, d'avant la révolution des engrais, des labours profonds, etc. On pratiquait un assolement sur les terres. On cultivait une année du blé d'hiver, une année du blé de printemps, et la troisième année, on laissait en jachère, ce qu'on appelle l'assolement triennal, sur 3 ans. Et sur les jachères, on mettait les animaux en pâturage. Et ça a créé ce paysage qu'on appelle de champs ouverts ou d'open field. Dans le Midi, au contraire, c'était biennal. Et il n'y a pas de raison climatique à ça non plus, il n'y a pas de raison physique. La raison, vous voyez, regardez la frontière, c'est la même que pour les toits. Donc on peut se dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Cette France qui a l'air homogène, elle est partagée en deux entre une France du Nord et une France du Sud. Pour ceux qui s'intéressent au droit, il n'y a pas beaucoup de droit dans les programmes du secondaire, mais vous voyez, il y avait auparavant le droit coutumier qui était le droit oral, comme ça existe en Europe du Nord, en Angleterre par exemple, qui n'a pas de constitution écrite, et puis au Sud, ce qu'on appelle le droit romain, où on écrivait tout, y compris les propriétés des champs, etc. Donc c'est la même frontière. Et en fait, sur la 4e carte, vous avez l'explication, c'est que la France du Nord parlait, maintenant tout le monde parle un français à peu près homogène, surtout avec la télévision et la radio, mais parlait les langues d'Oïl, qui sont les langues comme le picard, ancêtre du français d'aujourd'hui, et dans le Midi, on parlait la langue d'oc, c'est-à-dire le provençal, le corse, le gascon, etc., qui sont des langues assez différentes et qui sont très proches du latin. Et donc quand vous voyez que ces 4 frontières, avec des nuances, mais se recoupent, sont à peu près au même endroit, vous vous dites, la vraie cause, elle n'est pas là dans ces manifestations de la différence géographique, il faut la chercher dans l'histoire, et c'est pourquoi vous avez des professeurs d'histoire et de géographie, et il faut y rester attaché, il faut en être fier, parce que sans géographie, on ne comprend pas l'histoire, et sans histoire, on ne comprend pas la géographie. Donc c'est une spécificité française et de quelques autres pays, mais c'est formidable que vous ayez des professeurs d'histoire et de géographie, surtout des professeurs d'histoire qui ont fait beaucoup de géographie, évidemment, ce qui est pas encore totalement le cas, mais ça va venir. Donc en tout cas, vous avez sur cette 4e carte une explication dont il faut chercher la source dans l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? Eh bien, ce sont les invasions germaniques. Donc ça remonte au 5e siècle, lorsque
les peuples germaniques dits barbares, c'est-à-dire ne parlant pas le grec et le latin, ont envahi l'Empire romain, on va y revenir sur cet Empire romain, eh bien, ils ont été beaucoup plus présents et beaucoup plus influents dans les régions du nord de la Gaule, qui se sont germanisées, que dans le sud, qui sont des régions restées beaucoup plus proches de la latinité, où on parle des langues qui sont beaucoup plus proches du latin que dans le nord, et donc cette frontière Languedoc-Langue d'Oil, eh bien, elle a plein de conséquences, ce qui vous montre. Alors, ici, il n'y a pas de politique, puisque la France du Nord, France du Sud, ce n'est pas une différence politique, même si, lorsque les Allemands ont coupé la France en deux pendant l'occupation, en gros, la frontière passait aussi par là. Mais ce n'est pas pour la même raison, c'était pour des raisons de sécurité militaire. Mais vous vous apercevez que des frontières bien visibles dans le paysage, comme celle des toits par exemple, eh bien, ou celle des champs ouverts par rapport au bocage ou au paysage ambigu du sud de la France, eh bien, la cause, elle est culturelle et elle est historique par derrière. Donc voilà, on passe à l'image suivante. Alors maintenant, on va rentrer dans la géopolitique. Je vous ai sorti un certain nombre d'exemples que j'ai placés dans l'ordre chronologique pour vous faciliter à peu près la tâche. Vous avez tous bien sûr entendu parler de la muraille de Chine, qui est un lieu extrêmement visité par les touristes et très spectaculaire, même si aujourd'hui elle a été en partie reconstruite là où vont les touristes, donc c'est plus un décor de théâtre, mais quand même ça reste très spectaculaire. Donc cette frontière qui est la Grande Muraille de Chine, qui est complexe. Vous voyez, alors, tous les traits, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais tous les traits, il y a des violets, il y a des jaunes, il y a des rouges, mais en gros, il sépare très nettement une Chine du Nord et une Mongolie, Mandchourie-Mongolie, et désert de Gobi, d'une Chine du Sud. Et cette frontière, matérialisée par un mur ou par des élévations de terre assez hautes, pourquoi a-t-elle été construite ? D'abord, elle a été construite à partir d'une époque très reculée, puisque ça remonte, les premiers vestiges qu'on retrouve datent du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 37 siècles aujourd'hui. Et les parties visibles et bien visibles les plus anciennes sont plus récentes. 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est le début de la période des royaumes combattants. Et puis petit à petit, on déplace cette muraille ou on la reconstruit, en tout cas on la rend de plus en plus efficace jusqu'à la période Ming, où c'est la grande époque de la reconstruction de la muraille et de son élévation la plus haute. Alors, pourquoi cette muraille ? Les Chinois, Han, ce qu'on appelle les Han, ont été parmi les premiers peuples de la planète à découvrir l'agriculture autour du riz dans le sud, du blé dans le nord. Et ils ont fondé une civilisation fondée sur l'agriculture et donc sur l'organisation politique ensuite, parce que l'agriculture perfectionnée entraîne souvent des régimes politiques bien constitués. Le problème, c'est que leurs voisins du nord, de la Mongolie ou du désert de Gobi ou de la Mandchourie, eux sont restés nomades. Et les nomades, eux, vivent de l'élevage, donc de viande et de lait, et de la guerre aussi. Ces nomades ont maîtrisé le cheval, ce qui leur a donné une puissance incroyable. Et d'ailleurs, il y a eu des moments où ce sont les nomades qui ont pris le pouvoir en Chine, les Mongols, Gengis Khan et Kubilai Khan après, et puis les Mandchous plus récemment. Et les Chinois sédentaires ont toujours eu peur de ces nomades qui étaient violents, parce que quand on est nomade, on apprend assez volontiers à faire la guerre, on maîtrise le cheval et donc on se fabrique des armes efficaces, alors que les pauvres paysans sont souvent désemparés. D'où la muraille. Mais vous voyez que derrière cette frontière géopolitique majeure du monde et de la Chine, qui est dans la mentalité de tout Chinois, il y a du climat, parce qu'évidemment, au nord, on ne peut pas faire de riziculture, et dans le désert de Gobi, on ne peut pas cultiver ni de blé, ni de riz. Il y a des modes de vie, il y a des ethnies, il y a des systèmes de pensée
religieux, culturels, familiaux, etc. Il y a des aspects concrets et matériels aussi de la vie. On vit sous la tente, c'est la yourte, la tente ronde, vous savez, alors qu'on vit dans des maisons, dans les zones agricoles. Donc il y a plein de différences géographiques, mais qui aboutissent à une différence politique majeure. On peut passer l'image suivante. Donc ça, c'est à l'époque des Ming. Vous voyez, elle est beaucoup plus matérialisée qu'auparavant. Je ne vais pas insister. Et on va peut-être passer une image quand même. Voilà à quoi ressemble la muraille dans des régions, un secteur où elle a été restaurée. Mais c'est très, très, très spectaculaire. Si vous regardez sur vos ordinateurs, vous tapez muraille de Chine, vous allez avoir un mur de photos. C'est extraordinairement spectaculaire, cette muraille. Alors, il y a des endroits où c'est une levée de terre. Mais dans les endroits comme ici, vous voyez, ça suit les crêtes de montagne, mais il faut penser le travail gigantesque qui a été fait par des générations et des générations de Chinois, souvent prisonniers de guerre, etc. Je ne rentre pas dans le détail, pour construire cet édifice dont on dit que c'est le seul qu'on peut voir de la Lune. En tout cas, c'est vraiment l'une des frontières les plus marquées, qui aujourd'hui n'est plus une frontière politique, parce que au nord, c'est aussi la Chine. Maintenant, c'est la Chine avec des modes de vie différents, mais c'est encore la Chine. À certains endroits, c'est déjà la Mongolie, mais c'est une frontière qui aujourd'hui n'a plus d'existence politique. Ce n'est pas une frontière géopolitique actuelle, c'est une frontière que j'appellerais fossile. Elle ne sert plus à rien, sauf à attirer les touristes, et quand on pourra retourner en Chine, ce que j'espère très bientôt, eh bien, on se précipitera de nouveau pour voir cet édifice qui est un pur produit du génie humain. Alors, on va passer à l'image suivante, on saute quelques siècles et nous arrivons à l'Empire romain. Comme vous le savez, donc, Rome est une construction géopolitique absolument extraordinaire qui a hérité d'une partie de la civilisation grecque, mais les Grecs vivaient en cités très isolées et séparées les unes des autres. Vous avez sans doute quelques rudiments d'histoire grecque, tandis que Rome a utilisé son talent, son savoir-faire, son organisation militaire, politique, sociale, pour créer un empire, avec une idée dont nous sommes les héritiers, nous, avec nos démocraties et nos nations, c'est que celui qui est le peuple ou l'ethnie, le peuple qui est conquis par Rome et inclus à l'intérieur de l'Empire, est à 100% romain. Les Romains ont inventé réellement, pas les Grecs, l'intégration à une nation pluriethnique. On peut dire que Rome est une immense nation et les Romains, d'ailleurs, quand on regarde les origines ethniques des empereurs, certains étaient d'origine italienne, d'autres d'origine africaine, d'autres d'origine grecque ou du Moyen-Orient, certains ont été gaulois, certains espagnols, donc n'importe qui pouvait devenir empereur, quelles que soient ses origines ethniques. C'est ça l'intégration multiethnique au sein d'une immense nation qu'est Rome. Le problème, c'est que il y a un moment, donc là, cette carte, c'est Rome, je crois, vous avez là en orange Rome à l'époque d'Auguste, donc en 14 après Jésus-Christ, et en jaune, à la périphérie, vous voyez quelques provinces rattachées, c'est Rome à l'époque de l'empereur Septime Sévère, c'est en 211 après Jésus-Christ. Donc là, vous avez l'Empire romain au moment de sa plus grande extension. Et après, il y a eu quelques tentatives pour aller un peu plus loin, mais ça a toujours échoué. Donc on peut dire que là, vous avez Rome, le grand empire romain. Mais à l'extérieur, vous avez des noms, vous avez Germain, vous avez Sarmate, vous avez Perse, vous avez Parthe, vous avez Garamante, vous avez les Maures. À l'extérieur, ce sont les barbares. C'est-à-dire, et ce mot n'est pas méprisant. Barbare veut dire, à l'origine, ce sont les Grecs qui ont inventé ce mot, celui qui ne parle pas grec. Donc les barbares ne parlent pas le latin, encore que quelques-uns le parlent quand même, parce que la frontière n'est pas si étanche que ça. Il y a un certain nombre de chefs barbares qui sont éduqués et qui sont capables de commercer avec les Romains, etc. Mais tout de même, ils ne sont pas dans l'organisation politique, sociale, religieuse. Ils ne croient pas dans les dieux romains. Ils ont leurs propres dieux, les dieux germaniques, les dieux slaves, les dieux des morts. Les morts sont encore polythéistes à cette époque, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ, ou 8e siècle. Donc, tout est différent dans les peuples de l'extérieur. Et surtout, ils ne sont pas très bien organisés sur le plan politique. Ils n'ont pas de loi
écrites, ils ont des lois coutumières qui se transmettent de génération en génération de manière plus ou moins floue, et ils ne vivent pas du tout de la même manière. On peut dire, et c'est pas du mépris de dire ça, qu'ils sont moins civilisés, moins organisés, y compris sur le plan économique, que leurs paysages sont beaucoup plus désordonnés, il n'y a pas de route tracée toute droite et empierrée, praticable en toute saison, comme dans l'Empire romain. C'est le monde barbare, c'est le monde extérieur. Or, les barbares, évidemment, ils savent ce qui se passe dans l'Empire romain, et ils commercent avec les Romains. Parfois même, certains sont des mercenaires qui s'engagent dans l'armée romaine pour gagner de l'argent. Et vous le savez, quand il y a une conquête, eh bien, les soldats, à cette époque, ça existe malheureusement encore un peu, on le voit en Ukraine actuellement, se servent sur la zone conquise, dévalisent les maisons et pratiquent le pillage. Donc c'est intéressant pour un barbare d'une famille pauvre de s'enrôler dans l'armée romaine et de pouvoir revenir chez lui avec un petit magot, un petit tas d'or. En tout cas, il y a des jalousies de la part des barbares vis-à-vis des Romains. Et donc, il y a des invasions constantes. Toute l'histoire de Rome, surtout à partir du IIIe siècle, c'est une histoire d'incursion de peuples germaniques qui vont même parfois jusqu'à Rome. Il y a le sac de Rome qui a été un moment épouvantable de l'histoire romaine. Et donc, les Romains ont éprouvé le besoin de se protéger, d'où cette limite que vous voyez tracée alors, le trait le plus sombre qui est au nord de l'Europe, c'est ce qu'on appelle le limes, la limite de l'Empire romain. Et les Romains, comme les Chinois dans l'Empire chinois, ont tracé une muraille dans certains cas, une levée de terre dans d'autres cas, avec des forts réguliers placés sur cette frontière et des signaux permettant de communiquer en disant attention, il y a une troupe d'Alamans qui arrive ou une troupe de Goths qui arrive à la frontière, et pour permettre aux troupes de se déplacer, protéger la frontière. Alors il y a une photo, je crois, qu'on va vous montrer tout de suite. On voit beaucoup le limes si on s'intéresse à ça. Moi, quand j'étais étudiant, après avoir écouté un cours ici dans cet amphithéâtre d'histoire romaine à cette époque, on était allé avec des amis étudiants en vacances en Allemagne, du côté de Regensburg, Ratisbonne, et on savait que le limes entre le Danube et le Rhin partait de là. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve le limes, parce que on était passionnés, on avait écouté un cours passionnant de William Seston, et donc on est allé se balader des jours et des jours en forêt, jusqu'à ce qu'on trouve le limes, qui était une levée de terre très modeste, parce qu'avec l'érosion, etc., ça s'était dégradé, dans la forêt germanique. Alors ici, vous avez l'un des endroits où le limes est le mieux conservé, c'est ce qu'on appelle le mur d'Adrien, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, et on peut repasser la photo d'avant, celle d'avant. Voilà, vous voyez, c'est au nord de l'Angleterre, au nord de Londres, vous avez une petite ligne noire qui sépare l'Angleterre de l'Écosse. Eh bien, là, il y a le mur d'Adrien, qu'on va vous remontrer, et ce mur d'Adrien, c'est toujours, ça correspond à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, et vous savez à quel point c'est important dans la mentalité, on dit le Royaume-Uni, mais les Écossais, alors la reine est morte chez eux, ils semblaient en être assez fiers parce qu'elle était aussi, Élisabeth était, comme Charles aujourd'hui, était reine du Royaume-Uni, donc d'Angleterre, reine d'Angleterre avec la couronne anglaise, mais aussi reine d'Écosse. Je ne suis pas sûr que vous ayez suivi les cérémonies de l'enterrement, mais qui avait une profonde signification géopolitique sur le cercueil de la reine Élisabeth lorsqu'on l'a transportée, je ne sais plus, de Balmoral, son château, jusqu'à Glasgow, je crois. Il me semble, enfin peu importe, on avait posé sur son cercueil, non pas la couronne d'Angleterre qui a servi à son enterrement à Londres, mais la couronne d'Écosse. Donc, être écossais, il ne faut pas dire à un Écossais qu'il est anglais, hein, ou à un Gallois qu'il est anglais, c'est pareil. Ce sont des ethnies très différentes, qui sont unies au sein du Royaume-Uni, mais ce sont des ethnies très différentes, et ce mur, qui a pratiquement 2000 ans, symbolise une frontière qui subsiste toujours aujourd'hui dans les mentalités, mais dans la géopolitique, puisque, vous le savez, les Écossais n'étaient pas pour le Brexit, par exemple. Donc, vous voyez quelque chose qui a 2000 ans, donc qui est historique et archéologique, et si vous réfléchissez, est-ce que ça a de l'importance pour nous aujourd'hui? Ben oui, parce que si on refait, si réellement on avait demandé aux Écossais s'ils voulaient quitter l'Europe, ils ne voulaient pas.
Et donc il y a un mouvement autonomiste très fort en Écosse qui peut aboutir un jour, bon, on ne sait pas quelles circonstances peuvent se produire dans les années à venir, mais à une scission, comme l'Irlande qui est un pays indépendant et qui est resté en Europe, alors que l'Irlande du Nord, qui est une province du Royaume-Uni, est aujourd'hui dans le Royaume-Uni, par conséquent a quitté l'Europe. Voilà, donc ça, on va avancer un petit peu dans l'histoire. J'ai jusqu'à quelle heure, Marianne ? 11 heures. Ah oui, il faut que je me dépêche, excusez-moi, je suis trop bavard. Alors, ça, j'aime beaucoup ces deux cartes qui vont vous parler tout de suite. Oui. Alors, la carte de droite, c'est la carte des départements français. Alors, les princes qui nous gouvernent, les gouvernements successifs, n'aiment pas tellement les départements qu'ils trouvent trop archaïques, trop petits. Vous avez ici un président de département, Hervé Guémard, qui préside la Savoie, grand président de département. Lui est attaché évidemment au département. Il ne veut pas être noyé dans une région qui va depuis les volcans d'Auvergne jusqu'à la frontière italienne. La Savoie, surtout que les Savoyards ont aussi une identité, un peu comme les Écossais, assez forte. Ils n'ont pas envie de quitter la France, mais tout de même, ils veulent exister en tant que tels. Alors, vous avez la carte des départements. Il y a 95 départements métropolitains, plus les départements d'outre-mer. Vous voyez cette carte. Donc 550 000 km² divisé en gros en 100, donc ça fait 50 000, non, ça fait 5 000 km². Un département en moyenne, 5 000 km². D'où vient cette échelle? Pourquoi ces départements? Vous savez que cette carte date de la Révolution et qu'il y a eu des débats pendant la Révolution. Est-ce qu'on découpe la France en carrés, tous égaux, ça a été un projet, ou est-ce qu'on essaye de trouver une configuration avec des frontières qui correspondent à quelque chose qui parle aux gens, de réel? Et vous savez, on a choisi comme modèle une question de déplacement. Le chef-lieu de chaque département est situé à moins d'une journée de cheval, ou une journée de cheval maximum, des frontières du département. Bon, très bien, c'est le déplacement à l'époque, à cheval, on n'était pas en voiture, mais d'où ça vient? Et là, il faut regarder la carte de gauche. Quand vous regardez la carte de gauche, c'est la carte des tribus gauloises, donc avant la conquête de Jules César, c'est-à-dire avant 50 ans avant Jésus-Christ, que Rome a respecté parfaitement en créant des cités gallo-romaines, et avec une capitale qui souvent était la vieille capitale gauloise. Et vous vous apercevez, ce qui est une très grande émotion pour ceux qui ont la fibre historique, c'est que beaucoup de départements ont exactement la même configuration et les mêmes frontières que les cités gauloises d'il y a plus de 2000 ans. Par exemple, l'Ardèche, département de l'Ardèche, cité des Elviens. La Drôme, en face de l'autre côté du Rhône, cité des Vauconces. La Dordogne, aujourd'hui, dans le sud-ouest, cité des Pétrocores. Et entre les deux, entre l'époque romaine et aujourd'hui, il y a eu la Révolution, mais il y a eu toute une série d'institutions, des évêchés, des généralités, d'institutions politiques et administratives qui n'ont pas touché à ces frontières. Et ce qui fait que, et je pense que Hervé Guémard sera d'accord avec moi, que dans la mentalité française, eh bien, l'attachement au département est bien plus grand que l'attachement à la région. Alors sauf quand la région est la Bretagne, parce que être breton, ça veut dire quelque chose, même s'il y a une Bretagne bretonnante et une Bretagne qui parle le français traditionnellement. Mais le département est un espace avec des frontières auxquelles la majorité des Français, alors surtout dans le monde rural bien sûr, la majorité des Français est très attachée à ces frontières. Donc dire on va balayer d'un coup de plume parce qu'un technocrate dans un bureau parisien dit oh ben non mais le département c'est archaïque, c'est trop petit par rapport aux grandes provinces allemandes, ça veut rien dire, les régions françaises sont trop petites, hop je les réunis, je fabrique sur un coin de table une nouvelle carte des régions, je ne critique personne, mais enfin ça s'est fait il y a quelques années, c'est ne pas tenir compte de la réalité géographique qui est une réalité qui est dans les esprits. Et donc là, on peut dire qu'un département français, c'est un territoire, c'est-à-dire un espace avec des frontières auxquelles les habitants sont très attachés, ils se sentent chez eux. Et le mot territoire, c'est ça. Quand je suis dans mon territoire, votre chambre que j'évoquais tout à l'heure, ma maison, mon village, mon quartier, ma rue, je suis chez moi. J'ai un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est vraiment capital.
pour vivre à l'aise dans l'espace géographique. Si on ne se sent pas chez soi, on est malheureux et on peut devenir agressif, tandis que le sentiment d'appartenance crée du bien-être, crée de la convivialité entre ceux qui habitent le même territoire. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Alors on va passer beaucoup plus vite. Parce que ça, c'est traité de Verdun 843. Les petits-fils de Charlemagne se disent on va partager l'empire de notre grand-père en 3, puisqu'ils sont 3. Il y a Charles le Chauve, il y a Lothaire et Louis le Germanique. Eh bien, donc ils se mettent d'accord à Verdun et ils coupent l'Europe, l'empire de Charlemagne, en 3 morceaux. Pourquoi pas un morceau nord, un morceau du centre, un morceau du sud? Ça a été très bien expliqué par un des vieux maîtres de la géographie, Roger Dion, c'est que chacun voulait avoir une part des plaines du Nord où l'on peut élever des chevaux, et les chevaux sont très importants pour un royaume, une partie de l'Europe du centre où il y a des forêts de feuillus et où il y a aussi la possibilité de cultiver les céréales, du blé, et une partie de l'Europe du Sud où on peut cultiver la vigne et l'olivier, et des plantes méditerranéennes très importantes aussi. Et donc, on a partagé l'Europe pour des raisons géographiques. Et cette division est restée longtemps, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à la mort de Charles le Téméraire. Cette division était encore visible parce que la Francie orientale, c'était le Saint-Empire romain germanique. La Lotharingie, elle a failli être le cœur d'une nouvelle Europe à la fin du Moyen-Âge, c'est le duché de Bourgogne, qui va depuis la mer du Nord jusqu'à pratiquement la Méditerranée. Et bon, ça a raté avec la mort de Charles le Téméraire, et la France s'est étendue, la Francie occidentale s'est étendue vers l'Est. Mais voilà en tout cas des frontières absolument majeures pour comprendre l'Europe d'aujourd'hui. On avance. Frontières politiques, non religieuse, puisque ça c'est le traité de Tordesillas et le traité de Saragosse, fin 15e, début 16e siècle, où les 2 grandes puissances qui conquièrent les mers du monde à cette époque et qui découvrent les nouveaux mondes, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal, décident, sous l'autorité du pape, de se partager le monde. Vous voyez donc ces 2 lignes qui sont l'une qui traverse l'Atlantique et l'Amérique du Sud, l'autre qui traverse l'Extrême-Orient, eh bien, elles ont des conséquences majeures. Donc le centre, c'est le monde hispanique, ce sont les Espagnols. Et le reste, ce sont les Portugais. Non, c'est le contraire, pardon. Le centre, ce sont les Portugais, et le reste, ce sont les Espagnols. Eh bien, regardez simplement, parce que je ne veux pas trop insister, mais ça, vous retrouverez ça dans n'importe quel atlas ou sur Internet. Regardez la carte de l'Amérique du Sud, là où passe la ligne au milieu de l'Amérique du Sud, ben, vous avez le Brésil qui parle portugais, et tout le reste de l'Amérique du Sud parle espagnol. Il y a une exception en Asie, c'est que l'Asie portugaise, c'est Goa, c'est Macao, etc., à une enclave espagnole, ce sont les Philippines, parce que les Espagnols étaient arrivés auparavant et avaient déjà conquis les Philippines. On avance pour quelques autres exemples, on va passer au contemporain. Là, je vais passer très vite parce que ce serait trop compliqué. Traité de Westphalie 1648, qui a tracé beaucoup de frontières encore visibles aujourd'hui dans l'Europe. On avance, vous y reviendrez. Napoléon a essayé... après Charlemagne, c'est Napoléon le premier qui essaye de fabriquer une grande Europe, à la force du poignet ou des armes, si je puis dire. Mais il réussit à confédérer beaucoup d'États européens et puis à installer sa famille comme à la tête de royaumes, comme la Hollande, comme la Toscane, etc. Et puis ensuite, alors... il perd la guerre, 1815, l'image suivante, 1815, donc on revient dans les frontières antérieures avec la France réduite à ses frontières de 1790. Mais cet empire napoléonien a laissé beaucoup de traces dans la géographie d'aujourd'hui. On avance. 1884-85, traité de Berlin, les grandes puissances européennes se partagent l'Afrique. Et vous voyez, on ne fait pas dans la dentelle et on ne fait pas dans le détail des ethnies. On prend une règle et un crayon, surtout dans les zones les moins peuplées comme le Sahel et le Sahara, et hop, on trace des lignes droites.
qui sont toujours visibles aujourd'hui dans l'espace géographique, mais assez contestés, comme vous le savez, puisque ce sont des zones d'instabilité politique extrêmement graves. Alors dans d'autres régions, ça suit les fleuves, c'est un peu plus proche de la géographie. Mais regardez le sud-ouest africain, donc c'est aussi tracé au cordeau. On avance. Le Yalta, 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc Churchill, Staline et Roosevelt se réunissent à Yalta. La guerre n'est pas encore terminée. Et se doutant que l'Allemagne allait perdre, l'Allemagne nazie allait perdre, partagent l'Europe. Et donc créent cette frontière extrêmement qui va durer plus d'un demi-siècle. Pas tout à fait, puisque elle s'effondre en 1990 avec la chute du mur de Berlin, mais où vous avez tout de même une frontière importante entre l'Europe sous domination soviétique et l'Europe sous protection américaine. Et on passe la photo suivante. Ça aboutit donc à cette partition de l'Allemagne en 1949 entre une Allemagne fédérale occidentale faisant partie de l'OTAN et protégée par les États-Unis, et une Allemagne de l'Est qui est, sauf Berlin qui est partagée en deux, une Allemagne de l'Est qui est sous domination soviétique, qui est un satellite de l'URSS, même si c'est un pays théoriquement indépendant. Et la photo suivante, avec évidemment ce mur, cet abominable mur de Berlin, dont vous avez une photo en haut à gauche, qui en 1989 s'effondre. Et là, je vous ai mis une petite photo pour montrer que les frontières, elles sont faites pour s'effondrer, pour être franchies, de Rostropovitch, le grand violoncelliste russe, qui joue du violoncelle avec la mine réjouie de tous ceux qui viennent l'écouter sur les premières ruines du mur de Berlin. On avance. Une des frontières les plus marquées, qui est géopolitique et pas du tout culturelle, celle-ci, qui est marquée dans le paysage de façon incroyable, c'est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est la frontière la plus infranchissable qui existe aujourd'hui et qui est le résultat de la guerre froide, c'est-à-dire de l'opposition entre le monde américain occidental et le monde communiste. Donc en 1953, après l'abominable guerre de Corée, on instaure, vous la voyez en gris qui parcourt l'image de droite, une zone démilitarisée, la DMZ, qui partage la Corée du Nord communiste, qui est le pays le plus fermé qui existe au monde aujourd'hui, où les habitants n'ont qu'une chaîne de radio, ils ne peuvent pas écouter la radio du pays d'à côté, ils ne peuvent pas regarder les télévisions du pays d'à côté, ils ne peuvent pas avoir accès à Internet librement. Et au sud, la Corée du Sud, qui est un pays extrêmement développé. D'un côté, c'est misère parfois avec des famines et des gens qui meurent de faim, et de l'autre côté, donc vous avez la Corée du Sud qui ressemble au Japon, qui ressemble à tous les pays développés du Pacifique. La photo suivante vous montre le seul endroit où l'on peut éventuellement franchir la frontière, mais personne ne le fait, c'est Panmunjom, un petit village dans lequel il y a des baraquements qui datent de la guerre et dans lesquels, théoriquement, les délégués des deux pays se voient pour régler un certain nombre de problèmes. Mais en fait, c'est purement formel, ils ne se voient pas, ils ne dialoguent pas. Il y a eu des périodes récentes où il y a eu des dialogues, mais c'est une des frontières géopolitiques les plus marquées, alors que les Coréens du Nord et du Sud sont souvent... Ce sont des familles séparées, vous avez comme en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest, qu'ils parlent la même langue, qu'ils ont la même religion, la même façon de se nourrir, mais ils ont un plat national qui est le chou fermenté au piment, qu'on appelle kimchi. C'est la choucroute coréenne, c'est assez puissant. Eh bien, ils ont fait classer le kimchi au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais il y a deux classements. Il y a le classement du Nord et il y a le classement du Sud, alors que c'est le même kimchi. Mais il n'était pas question de faire un dossier commun. Et l'UNESCO a accepté pour éviter tous les conflits. Mais vous voyez que comme les frontières peuvent avoir des configurations très très diverses, ici, il n'y a rien de culturel qui sépare le Nord du Sud, mais seulement deux régimes politiques, deux systèmes politiques radicalement opposés. Alors là, le grand drame encore de notre époque, qui dure depuis plus d'un demi-siècle, depuis l'indépendance d'Israël, c'est donc la ligne de séparation entre Israël et la Palestine.
je ne rentre pas dans le détail, vous étudierez tout ça, je pense que c'est dans les programmes et c'est un exemple vraiment passionnant, avec à la fois une volonté évidemment des Palestiniens d'exister, d'avoir un État, mais en même temps, comme il y a eu beaucoup de terrorisme, etc., une volonté d'Israël de se protéger pour empêcher les incursions, en particulier de gens mal intentionnés. Je vais vous raconter une histoire sur cette frontière. On peut montrer la photo d'après. Voilà, ça c'est dans Jérusalem, un mur. C'est poignant quand on voit cela, en plein cœur de cette ville qui est une ville sainte pour 3 religions, qui est une ville extraordinaire, où il y a une accumulation de patrimoine, une accumulation de savoir et de tradition. La ville est coupée en 2 par un mur abominable avec des barbelés, et qui est un mur qui fait 5 mètres de hauteur. Pas question de le franchir avec un trampoline. Eh bien, avant ce mur, qui est une horreur totale, et avant ce mur qui date d'il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, 15-20 ans, il était encore en construction et en agrandissement, etc. Il y avait des Israéliens juifs qui avaient envie de dialoguer avec des Palestiniens musulmans ou pour quelques-uns chrétiens. Et j'ai visité, une femme m'accompagnait, un kibbutz israélien. Bon, l'histoire des kibbutz est très compliquée, mais un kibbutz très désireux de dialoguer avec les Palestiniens. C'est pas très loin de Jérusalem, qui s'appelle Metzger, et de tradition même communiste. C'était des communistes européens qui étaient venus là, des juifs communistes, et qui ont créé ce kibbutz. Et ils étaient en dialogue avec les Palestiniens, mais très étroit. Les Juifs allaient faire les fêtes musulmanes dans le village palestinien, et les musulmans palestiniens venaient fêter les fêtes juives dans le kibbutz. Et puis un jour, un jeune Palestinien un peu fou du village palestinien est venu avec une mitraillette dans le kibbutz et a massacré une mère et ses 3 enfants. Drame absolu. Eh bien, moi, on a visité ce kibbutz 2-3 ans après la construction du mur, les habitants du kibbutz disant « c'est la mort dans l'âme qu'on a construit ce mur ». Mais on ne peut pas risquer de voir nos enfants massacrés par un inconséquent, enfin quelqu'un de dérangé, et donc on a accepté le mur. Mais quand on vous dit ça, presque les larmes aux yeux, on a accepté ce mur, cette frontière, l'une des plus dures qui existent, parce que sinon c'est notre vie qui était en cause. Ça fait réfléchir à ce qu'est une frontière et aux efforts que nous devons tous faire pour que ces frontières disparaissent, enfin non pas que mais les frontières matérielles de ce genre disparaissent. Alors quelques autres exemples de frontières encore qui sont encore aujourd'hui en train de s'ériger, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique, que le président Trump a voulu renforcer, mettre des barbelés. Vous voyez ici à quoi ça ressemble, c'est pas très beau. Vous avez la ville de Tijuana à droite et les États-Unis à gauche, avec une frontière extrêmement marquée dans le paysage. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'immigration venant du Mexique vers les États-Unis, et donc pour empêcher cette immigration sauvage, les États-Unis se protègent par un véritable mur de barbelés, comme vous le voyez ici. C'est pas réjouissant du tout, mais il n'y a qu'une solution pour que ça n'existe pas, c'est que le Mexique se développe, qu'il y ait de l'emploi au Mexique et que les jeunes Mexicains ne soient pas au chômage et ne soient pas obligés de franchir la frontière. Ça vous rappelle quelque chose pour l'Europe, pour la France, pour la relation entre l'Europe et l'Afrique du Nord? C'est le développement des régions pauvres qui peut permettre de supprimer les frontières matérielles. Pas les frontières politiques, elles peuvent exister. Regardez ici, on a un bon exemple, l'Europe de Schengen. L'Europe de Schengen, c'est tout ce qui est en violet. Ce sont des pays qui appartiennent à l'Union européenne, qui ont des accords de coopération, qui s'entendent très bien et qui ont décidé de supprimer les frontières. Vous passez d'un pays à l'autre, vous n'avez plus de douaniers. Vous allez en Belgique, vous n'avez plus de douaniers. Vous allez en Allemagne, il n'y a plus de douaniers. Vous allez en Italie, il n'y a plus de douaniers. Alors, il y a quand même des douaniers qui surveillent certains trafics, mais vous passez librement. Et ça, c'est formidable. Mais combien de siècles depuis l'Antiquité, depuis la chute de l'Empire romain, pour arriver à ça? Alors, on peut être anti-européen, n'empêche que pouvoir franchir une frontière librement pour aller chez son voisin, c'est quand même formidable. C'est ça, le monde idéal qu'il nous faut construire, mais il y a du travail. Et pour y arriver, je crois qu'on va bientôt arriver vers la fin. Il y a encore une... Voilà. Regardez cette triste situation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous en entendez parler tous les jours à la télévision. Voilà une des frontières les plus
mouvante qui existe actuellement, c'est la frontière entre l'Ukraine et la Russie, avec une zone tampon extraordinairement compliquée, où il y a des opérations militaires, des avancées russes, des avancées ukrainiennes, un référendum dont je n'ai pas le temps de détailler, mais vous savez ce qu'il faut en penser, qui a lieu dans les provinces occupées par la Russie. Voilà une des frontières les plus dramatiques qui existent encore aujourd'hui à la surface de la Terre, avec énormément de morts, et c'est à nos portes. C'est à 2 heures d'avion de chez nous. Donc, en tant que président de la Société de géographie, en mars dernier, j'ai écrit à M. Poutine et à M. Shoigu, qui est le ministre de la Défense russe. Je ne les connais pas personnellement, mais il se trouve que l'un est président du conseil d'administration de la Société de géographie de Russie et l'autre est le président exécutif. Et donc, je leur ai dit, messieurs les présidents, nous avons des relations étroites et anciennes entre les géographes français et les géographes russes. Vous présidez aux destinées de la Société russe de la géographie, respectez au moins la géographie. Revenez dans le concert des nations et arrêtez d'envahir un pays qui a le droit d'exister, qui a le droit d'avoir ses frontières et d'être protégé. Si vous regardez le site Société de géographie, vous trouverez cette lettre et vous trouverez les 5 pages de réponse de M. Shoigu que j'ai reçues au mois de juillet en français et en russe et qui tente, évidemment c'est inacceptable, de justifier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc vous voyez que la géographie est partout, est au cœur de la vie du monde, que ces frontières, nous devons vivre avec, mais les atténuer me paraît une bonne solution et c'est la raison pour laquelle pour le bicentenaire de la Société de géographie qui a eu lieu l'année dernière, et grâce au recteur, nous avons pu célébrer dignement dans cet amphithéâtre au mois de décembre dernier le bicentenaire. Nous avons eu sur notre immeuble qui est boulevard Saint-Germain, le siège de la Société de géographie, un artiste de rue très connu, vous connaissez peut-être, qui est originaire de Seine-Saint-Denis et qui vit aux États-Unis maintenant, qui s'appelle JR, c'est pas moi, on le voit assis sur le mur ouest de la Société de géographie. Il nous a fait un collage, c'est du papier collé, ça n'a duré que quelques semaines, un collage illustrant le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Les frontières, pour les géographes, c'est fait pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est fait pour être franchi et nous sommes habités, nous géographes, par la curiosité. Et ce qui est passionnant, ce n'est pas de rester enfermé dans ses propres frontières, qui sont justifiées, mais c'est d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est de dialoguer avec celui qui est de l'autre côté. C'est de s'étonner, de s'émerveiller de ce qu'on peut découvrir à l'extérieur. Et la dernière, c'est ce que je dis devant ce mur, vous avez un lien qui vous permet de retrouver ce que j'ai raconté là. Les frontières sont faites pour être franchies. Donc, soyez de bons géographes, étudiez les frontières, mais ne les prenez pas n'essayez pas d'en faire, d'ériger des barrières sur ces frontières. Elles sont vraiment faites pour être franchies. Pardon d'avoir été trop long et merci de votre attention. De votre écoute, la parole est à vous. Bonjour, excusez-moi, je voulais revenir par rapport à... Où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. debout? Ah pardon, oui, très bien, parfait. Oui, Chut, 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 chut. oui quand vous avez parlé de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, je voulais savoir si elle a déjà été franchie physiquement parlant. Si quelqu'un... Oui, alors, elle n'est pas facile à franchir, mais il y a eu quelques gouvernements coréens ces dernières années, ces 20 dernières années, qui ont voulu créer des liens avec la Corée du Nord. Et il y a eu une visite du président sud-coréen en Corée du Nord, mais qui est passée par l'endroit que vous avez vu, par Panmunjom. Mais sinon, les 4 kilomètres de DMZ sont aujourd'hui complètement... Alors, il y a plein de mines, etc., c'est très dangereux, personne ne peut y circuler, et on pense même qu'il y a des tigres. Vous savez qu'il y a des tigres d'Extrême-Orient, et que cette zone est tellement déserte depuis 1953 qu'on dit qu'il y a... En tout cas, pour les géographes, il y a une végétation extraordinaire parce que personne n'y a touché depuis 70 ans, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits à la surface de la Terre où la main de l'homme n'a pas mis le pied. Et donc c'est très passionnant, et pour le moment on ne peut pas étudier. En tout cas,
il serait vraiment souhaitable pour les Nord-Coréens que leurs horizons s'ouvrent, parce que ce régime est une des pires dictatures qui existent au monde. Il y a vraiment une attente de la part des voisins et même de la Chine. La Chine, qui est une dictature aussi, mais est finalement plus ouverte que la Corée du Nord, parce que les Chinois, pas à cause de la Covid en ce moment, mais les Chinois peuvent sortir, venir. Vous avez beaucoup de Chinois qui viennent faire du tourisme à Paris. Dès que ça va se rouvrir, dès que le méchant Covid va être vaincu, on pourra se déplacer de nouveau. Merci de votre question. Merci beaucoup. Bonjour. Où ça? Oui, très bien. Allez-y. Bonjour. Pour compléter le panorama très complet que vous avez dressé, pourriez-vous nous parler du concept de frontières mythiques aux États-Unis et l'idée de frontières frontières mythiques avec Manifest Destiny, le manifeste, enfin destin manifeste américain. Attendez, baissez votre masque parce que je n'ai pas tout compris. Je vous demandais de potentiellement nous parler de la frontière mythique américaine. Qu'est-ce que vous appelez la frontière mythique? C'est-à-dire au moment de la conquête de l'Ouest? L'expansion vers l'Ouest et au moment de la conquête de l'Ouest? Destin manifeste qui a été théorisé à l'époque. Écoutez, bon, je ne connais pas très bien l'histoire des États-Unis, mais c'est sûr que lorsque les Américains, les pionniers de l'Est américain ont décidé de partir vers l'Ouest, cette conquête de l'Ouest, il y a un front pionnier qui a avancé et qui a correspondu d'ailleurs à des changements majeurs dans la géographie des États-Unis, puisque les tribus indiennes ont été ou massacrées ou repoussées dans des réserves, et que le paysage a complètement changé, parce que à la place de ce mode de vie semi-nomade qui était celui des tribus indiennes, des tribus amérindiennes, eh bien vous avez eu l'implantation soit de zones d'élevage dans les parties sèches, soit de zones agricoles, et c'est devenu une sorte pas d'Europe, mais enfin en tout cas ce sont les principes d'organisation de l'espace venus de l'Europe qui ont progressé jusqu'à la Californie. En Californie, il y avait déjà une implantation européenne avec les Espagnols et en particulier les missionnaires, mais les États-Unis sont complètement transformés, mais c'est resté dans tous les romans américains du 19e siècle, c'est cette frontière qui avance est effectivement comme un mythe. Oui, ça, ça j'ai pas eu le temps parce qu'on m'a donné que 40 minutes, que j'ai rabioté sur les bords, mais il y a des frontières qui sont dans les esprits et pas dans la réalité géographique. Mais parfois, ce qu'on a dans l'esprit se traduit après dans la réalité géographique. Donc c'est pourquoi le thème de la frontière, surtout de grâce, ne le réduisez pas à la frontière politique. Il y a plein d'autres choses derrière et qui se passent dans la tête, dans l'imaginaire. Bonjour monsieur. Oui. Là. Où vous êtes, mais... Là. Ah oui. Oui, d'accord, très bien, parfait. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez quelques mots à dire sur les accords de Minsk? Les accords de Munich... de Minsk. De Minsk, pardon. Ah. Oui, alors les accords de Minsk, donc 2014, avec une garantie d'un certain nombre de pays européens entre l'Ukraine et la Russie. Malheureusement, alors c'était une bonne idée, sauf que ni les Ukrainiens ni les Russes ne les ont respectés, et que les garants extérieurs, les Européens garants de ces accords de Minsk, n'ont rien dit. Lorsque les hostilités ont continué, il y a quand même eu 14 000 morts dans les territoires qui aujourd'hui sont revendiqués par la Russie, dans le Donbass, 14 000 morts depuis ces accords de Minsk. Donc moi, personnellement, je regrette infiniment que la communauté internationale n'ait pas, l'ONU par exemple, n'ait pas fait davantage pression pour qu'on respecte ces accords de Minsk. Quand on signe un accord, la moindre des choses, c'est de le respecter. Donc moi, évidemment que nous payons aujourd'hui, et ça n'est pas du tout ni pour prendre parti, évidemment que l'invasion de l'Ukraine est une abomination et totalement injustifiable, surtout avec les arguments de M. Poutine disant que c'est un peuple nazi, et alors que M. Zelensky est juif, donc ça fait rêver. Mais cela dit, les Ukrainiens sont aussi responsables que les Russes de ne pas avoir respecté
les accords de Minsk. Mais ça nous demanderait beaucoup trop de temps. Et moi, je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine, mais c'est une situation poignante et qui montre aussi, on a vécu il n'y a pas si longtemps les guerres de l'ex-Yougoslavie, où des peuples voisins qui avaient des religions différentes, qui étaient des ethnies différentes, se sont massacrés allègrement de façon abominable. Et vous savez que ça peut arriver demain dans un pays occidental. Tout est possible parce que l'humanité est capable du meilleur comme du pire. Merci. J'ai deux questions. Par rapport au département français, vous avez dit que une journée à cheval, c'était la distance pour les départements, mais du coup, c'est une journée ou un aller-retour. Aller-retour. Ah, oui. Par Okay, exemple, merci. vous habitez aux confins du département, vous avez besoin de faire une démarche administrative au chef-lieu, qui en général est au centre, ou en tout cas accessible de manière... L'emplacement du chef-lieu a été choisi en fonction de l'accessibilité, mais souvent, c'est un chef-lieu qui était déjà une ville capitale sous l'Ancien Régime, au Moyen-Âge et à l'époque romaine. Donc l'idée, c'est que vous prenez alors, soit votre cheval, soit la diligence, et vous allez au chef-lieu, vous partez tôt le matin, et vous revenez dormir chez vous le soir. Ok, merci. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça nous donne des territoires à l'échelle humaine, dans lesquels on peut vraiment se sentir chez soi. Je peux poser une deuxième question? Oui, je vous en prie. Par rapport à la muraille de Chine, quand est-ce que la frontière géopolitique a été plus en fonction, on va dire? Et pourquoi? Parce que d'une part, les Ming ont fait des conquêtes plus au nord, et d'autre part, il y a un moment où les Mandchous, c'est la dernière dynastie chinoise, ont franchi la muraille et ont conquis Pékin et ont conquis la Chine des Han. Donc à ce moment-là, la frontière n'avait plus de raison d'être. La muraille de Chine n'avait plus de raison d'être. Non, ça c'est une vraie frontière fossile, comme le Limès, mais il y a des endroits, par exemple, où la muraille correspond à la frontière entre deux pays, la Chine populaire et la Mongolie. Donc là, ce n'est pas une frontière fossile. Et comme je vous l'ai dit, pour le Limès, le mur d'Adrien, les Écossais ne se sentent pas anglais. Donc c'est une frontière qui a encore une réalité géopolitique et culturelle. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'applaudit entre eux, c'est bien. Bonjour. Et les ailes aussi veulent poser des questions, peut-être. Non, ici, alors allons-y. Je sais. Bonjour. Oui. Où elle... Bonjour. Sur le côté. Je ne sais pas où vous êtes, mais sur je vous le côté écoute. à votre gauche. Sur mon côté à ma gauche. Ah, très bien. D'accord. Parfait. Puisqu'on est sur les questions anglo-saxonnes autour des Anglais, j'aurais voulu savoir, après vous avoir remercié pour votre conférence passionnante, merci à vous. Ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de la transformation de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande avec le Brexit. S'il vous plaît. Ce n'est pas une question simple que vous me posez. Vous savez, l'Irlande a toujours été, a toujours eu une forte identité. Et vraiment, un Irlandais ne se sent pas anglais, d'autant plus, comme vous le savez, que les Irlandais sont demeurés catholiques, alors que depuis Henri VIII, au XVIe siècle, les Anglais sont devenus anglicans. Et donc, on fait sécession de l'Église catholique. Mais en plus, il y a la langue qui est différente. L'Irlande est un pays celtique, l'Angleterre, c'est anglo-saxonne, c'est très différent. L'Irlande du Nord est une zone ambiguë, puisqu'il y a des Irlandais catholiques, mais il y a aussi des Anglais qui sont venus s'implanter et coloniser d'une certaine manière l'Irlande du Nord. Donc c'est une situation très complexe et il y a eu de très nombreux conflits, comme vous le savez, ces dernières décennies entre protestants et catholiques avec des morts inacceptables. Mais qui ont existé. Donc ça montre aussi que le jour où les frontières pourront être plus floues et plus franchissables, tout en permettant à chacun d'exprimer son identité sur son territoire, je pense que la terre ira mieux. Mais on a encore beaucoup de travail. Vous savez, cette façon d'empêcher des peuples qui n'ont pas envie de rester dans le pays où ils vivent, qui veulent leur indépendance,
si le gouvernement du pays dominant est fort, il organise des migrations pour avoir la majorité ethnique. Il y a deux cas bien connus en Chine, c'est le Tibet et c'est le Xinjiang, c'est-à-dire le pays des Ouïghours. Les Tibétains comme les Ouïghours n'ont pas très envie d'être chinois. Eh bien, comme la Chine ne veut pas lâcher ces deux territoires, elle a organisé des migrations de façon à ce que les Han, les Chinois, soient majoritaires dans le pays. Donc aujourd'hui, les Tibétains et les Ouïghours sont minoritaires dans leur territoire, ce qui est affreux, épouvantable. Et c'est une migration pour des raisons idéologiques et politiques. Merci. Non, on perd du temps avec les applaudissements. Laissez les questions. Bonjour. Oui. Ici. Et moi, bah. Oui, là. Très bien. Selon vous, est-ce que le tracé des frontières reflète-t-il la démocratie? Il y a des frontières entre pays démocratiques. La frontière entre la France et la Belgique ne pose pas de problème. Il n'y a pas de différence démocratique. La frontière entre la France et l'Allemagne. À l'intérieur de l'espace Schengen, on est en démocratie. Il y a des différences. On a beaucoup parlé depuis 2 jours de l'Italie. Mais enfin, même si l'Italie a un gouvernement particulier ou va avoir un gouvernement particulier, ça restera une démocratie. D'ailleurs, la majorité qui est sortie des urnes, c'est le résultat de la démocratie. On peut ne pas être d'accord, on peut critiquer, on peut dire c'est affreux, mais c'est la démocratie. On peut espérer que si jamais il y avait des dérives trop fortes, que l'Europe freine ces dérives. C'est ce qui se passe depuis des années avec la Hongrie, qui est menacée parfois de sanctions de la part de l'Union européenne parce que le régime politique hongrois a des tendances, disons, qui pourraient être moins démocratiques. Enfin, je ne veux pas utiliser des mots trop forts, parce que aussi chaque pays a le droit de se doter de son gouvernement. Mais vous savez, les pires dictatures et les régimes effroyables que nous avons connus au XXe siècle, comme celui de l'Allemagne nazie, sont arrivés au pouvoir par la démocratie. Donc il faut aussi faire très attention. Par exemple, on peut dire que les Hongrois, en 1956, qui voulaient vraiment être un pays démocratique, en ont été empêchés par l'intervention militaire des Russes à Budapest. Donc ça, c'est une volonté militaire et politique d'empêcher la Hongrie d'entrer dans le camp occidental, malgré la volonté des Hongrois. Donc c'est frontières et démocratie, c'est un vrai grand sujet. Vous aurez peut-être ça comme sujet de bac. Allez, frontières et démocratie. Allez-y. Oui, monsieur. Au tout début de votre conférence, vous avez parlé de Yves Lacoste. Oui. Et il avait écrit un livre à une époque qui s'appelait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que vous êtes plus nuancé que lui? Parce que dans son livre, il est quand même assez sévère avec la géographie au sens commun du terme. Est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que vous êtes un peu plus mesuré et vous... Non, mais je connais bien ce livre que j'avais acheté à l'époque quand il est sorti en 1975. Et Yves Lacoste, que je connais bien, venait d'une vision de la géographie très marxiste. C'était sa formation, ses maîtres de la Sorbonne ici. Et donc, il était très, très, très anti-américain. Et c'était l'époque de la guerre du Vietnam. Depuis, il a beaucoup évolué, il est devenu beaucoup plus pragmatique. Mais quand il a écrit ce livre, ce qu'il a voulu dire, ça n'est pas ce que dit le titre au premier degré. Vous qui êtes de très bons géographes, accompagnés par vos maîtres qui sont encore meilleurs, vous ne faites pas de la géographie pour devenir des militaires et apprendre à faire la guerre. Ce qu'il a voulu dire par ce titre et dans ce livre, c'est que dans l'histoire de la géographie, depuis l'Antiquité, depuis Hérodote, on a développé la science géographique d'abord à usage militaire. Moi, j'ai étudié la géographie avec des cartes qu'on appelait déjà les cartes hygiènes, mais qu'on appelait encore les cartes d'état-major. Et la carte d'état-major, c'est une carte qui servait aux militaires. Vous avez des pays dans lesquels vous ne pouvez pas acheter les cartes. En Chine, en Corée, même du Sud, vous ne pouvez pas acheter les cartes très facilement. Parce que la carte, elle peut avoir une fonction stratégique. Si vous avez l'occasion, il y a un musée auquel très peu de gens visitent, et qui est formidable, c'est le musée des plans reliefs qui est aux Invalides. Les plans reliefs, c'est d'immenses maquettes
de toutes les villes des frontières françaises, fortifiées par Vauban, pour beaucoup d'entre elles sous Louis XIV. Mais c'est des maquettes fabuleuses parce que vous avez des petites maisons avec les fenêtres exactement à l'endroit où elles sont, les rues, etc. Bien sûr, les fortifications. Et surtout, ce qui moi me fascine en tant que géographe, c'est qu'elles avaient un usage militaire, bien sûr, c'est pour préparer les batailles, pour préparer les protections des villes. Surtout, vous avez toutes les plantations d'arbres autour des villes. Donc les vergers, les vignes, les bouts de forêt, les arbres isolés, tout y est. Pourquoi? Parce que lorsque vous venez avec une armée, même à cheval, vous ne pouvez pas traverser une vigne. Donc vous ne pouvez passer que par les zones découvertes, que par les zones cultivées ou par les routes. Et donc ces plans reliefs avaient un usage militaire. Donc la carte est indispensable aux militaires. Alors aujourd'hui, on a tellement d'autres moyens avec les satellites, les images, l'imagerie, etc., tellement d'autres moyens de comprendre l'organisation de l'espace et de faire avancer une armée. Vous vous rendez compte que vous avez dû suivre ça, chut, s'il vous plaît. Vous avez dû suivre ça. Il y a un missile, un micro-missile qui a tué un chef taliban ou de Daesh, je ne sais plus, à Kaboul. Il était en train de prendre le frais sur son balcon. Et on ne sait pas d'où c'est parti exactement, mais le tir était si précis que le quartier n'a pas été démoli, l'immeuble non plus n'a pas été démoli, mais juste cette personne a été tuée. Et c'était quelqu'un qui était sur les listes noires des États-Unis, donc ce sont les Américains qui ont organisé ça, peut-être avec l'aide de tel ou tel autre pays qui est très fort dans ce domaine-là, le pays du Moyen-Orient. Je parlais d'Israël qui a développé des moyens électroniques incroyables pour observer des cibles possibles. C'est aussi pour ça, entre parenthèses, que sans doute il y a une certaine stabilité, malgré les coups de menton de part et d'autre, vis-à-vis de l'Iran, parce qu'il n'est pas certain que l'Iran résisterait facilement à une attaque si elle était menée avec la complicité d'Israël. Tout ça est très compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a plus besoin, les militaires n'utilisent plus de cartes papier. Ils ont leur ordinateur et tout leur apparaît. Vous savez que maintenant, on peut même voir plein de choses de nuit, dans la forêt, etc. On voit une armée qui avance en tout cas des commandos qui avancent dans la forêt. Tout est visible aujourd'hui. D'accord. Voilà, Merci. donc c'est ça, c'est ce que voulait dire Lacoste. Mais si vous vous intéressez à la géopolitique, je vous recommande quand même, si vous l'avez, ou sinon demandez à votre proviseur ou principal de l'acheter, d'avoir la revue Hérodote, qui est toujours très 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 passionnante à lire. Et vous avez maintenant aussi beaucoup de revues de géopolitique qui paraissent, qui sont en kiosque avec des cartes. Vous avez beaucoup de choses sur Internet, donc vous avez accès à une documentation absolument inimaginable. Il y a une demoiselle ici qui lève la main depuis longtemps, elle va fatiguer. Puis après, il y en a un. Oui ? Quand vous dites que les frontières elles doivent être franchies, c'est dans quel contexte ? C'est dans quel contexte qu'elles doivent être franchies ? Par exemple, pour aller faire du tourisme. Si vous vouliez aller en Corée du Nord pour voir les beautés de la Corée du Nord, vous ne pourriez pas. Donc, c'est un peu une boutade. Mais avec ce dessin de JR, ce collage que vous avez vu, c'est que nous, géographes, nous ne rêvons que d'une chose, c'est de découvrir toute la Terre. Et d'être bloqué par une frontière politique, c'est absurde. Donc il faut pouvoir franchir les frontières, et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple de Schengen, que certains critiquent parce que c'est la porte ouverte à une immigration incontrôlée, etc. Ça ne marche pas très 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 bien. Mais c'est quand même l'idéal vers lequel il faut tendre, c'est-à-dire que les frontières ne soient pas là pour être des barrières infranchissables, mais des signes marquant le territoire de chacun, mais permettant au peuple vivant de part et d'autre de la frontière de se contacter. Et vous savez, entre la France et l'Espagne, il y a eu pendant très longtemps au Pays Basque des fêtes annuelles qui avaient lieu sur la frontière entre Espagnols et Français. Pourquoi ? Parce que les troupeaux pâturaient sur la crête de part et d'autre. Et donc, pour manifester le fait qu'ils arrivaient à s'entendre, bon, toi tu prends tel pâturage, moi je prends tel autre, ils faisaient une fête annuelle sur la ligne frontière, à côté des bornes frontières. Merci. Mais quand on a dansé sur le mur de Berlin effondré, c'était ça. C'est une frontière dont les Allemands ne voulaient plus, dont les Européens ne voulaient plus. On a cassé le mur de Berlin et on a dansé sur les ruines du mur de Berlin. Bonjour.
Oui. Est-ce que vous pensez que le Royaume-Uni puisse s'effondrer un jour, enfin qu'il ne puisse plus exister? Puisse s'effondrer? Enfin que l'Écosse prenne son indépendance par exemple? Je n'en sais rien, ça va dépendre. Alors ça, c'est pas le roi ou la reine qui peut faire quelque chose, hein. Il n'est que le garant du système politique du Royaume-Uni et il n'a pas de rôle politique à proprement parler. Mais il est un symbole important. Si les gouvernements anglais, si les gouvernements du Royaume-Uni plutôt, je dis anglais par facilité, si les premiers ministres du Royaume-Uni imaginent des solutions pour donner de l'autonomie sans aller jusqu'à l'indépendance à l'Écosse ou au Pays de Galles, etc., tout ira bien. Si dans les démocraties d'aujourd'hui, si un gouvernement dit « je ne veux voir qu'une seule tête », il n'y a pas de différence entre, je ne sais pas, regardez les Alsaciens par exemple. Les Alsaciens ont été ulcérés qu'un gouvernement précédent les ait réunis de force à une région qui s'appelle Grand Est. Ils ne comprennent pas. Et donc ils ont réussi, il y a 2 ans je crois, à obtenir une certaine autonomie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils accepteraient la disparition du département du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Je vous raconte une petite anecdote. Je descends d'Alsacien, entre autres. Le recteur a rappelé mon arbre généalogique compliqué. Et mes arrière-grands-parents alsaciens ont quitté l'Alsace en 1870 parce qu'ils ne voulaient pas être allemands. Ils avaient 17 ans, vous imaginez. Et l'Allemagne envahit, annexe l'Alsace et la Lorraine. Eux ne veulent pas devenir allemands, donc ils prennent leurs valises ou leurs baluchons et ils viennent à Paris. Ils se sont rencontrés à Paris, ils se sont mariés. Mais moi je ne les ai pas connus, mais ma mère qui les a connus disait ils se chipent. Alors ils parlaient mal le français, mais pourtant ils se sentaient à 200% français. Et ma mère disait ils se chipotaient sans arrêt parce que lui, mon arrière-grand-père était du Bas-Rhin, du Nord, de Wissembourg, et mon arrière-grand-mère était de Colmar, dans le Haut-Rhin, et pour eux, c'était 2 mondes totalement différents. Alors que vu de Paris, un Alsacien, c'est un Alsacien, ben pas du tout. Et quand on cherche à comprendre pourquoi, eh bien, si on revenait à la carte, non, on ne va pas le faire, à la carte des provinces, des cités gallo-romaines, c'était 2 cités gallo-romaines. Il y avait, l'une est devenue le Haut-Rhin, l'autre est devenue le Bas-Rhin. C'est une frontière culturelle dans les mentalités qui remonte à plus de 2000 ans. C'est extraordinaire de voir que ça subsiste encore aujourd'hui dans la réalité géographique et politique et culturelle. Alors eux c'était une plaisanterie, hein. Ils se chipotaient, ils se sentaient évidemment alsaciens et français. Oui. Dans la mesure où tous les pays possèdent des frontières, qu'est-ce qui différencie concrètement un pays ouvert d'un pays fermé? Je pense que la France est un pays ouvert. Il faut vraiment avoir commis des crimes graves pour ne pas avoir le droit d'entrer en France. Vous avez un certain nombre en Biélorussie ou en Russie de gens qui sont interdits de séjour dans l'Union européenne et en France en particulier. Mais en fait, ils arrivent quand même. J'ai un exemple précis en tête, récent, d'un Biélorusse interdit de séjour en Europe et qui a réussi à venir en voiture, en passant par la Pologne, personne ne l'a arrêté, et à venir jusqu'à Paris. Il était dans cet amphithéâtre au mois de décembre 2021. Et j'ai appris après qu'il n'avait absolument aucun droit d'entrer en Union européenne. Mais sinon, alors, vous avez des pays dans lesquels il faut un visa, par exemple en Chine. Et à ce moment-là, on vérifie que vous n'allez pas militer contre le gouvernement chinois. Mais les frontières fermées comme la Corée du Nord sont épouvantables, sont des drames absolus dans la géographie de l'humanité. Donc luttons contre ces frontières très 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 fermées. Ça ne veut pas dire qu'on impose un système politique à tel ou tel pays, mais je pense que quand même la démocratie étant le moins mauvais des systèmes, même si elle a plein de défauts, il serait quand même bien que des régimes démocratiques avec des variantes correspondant à chaque peuple s'établissent un peu partout dans le monde. Et dans ce cas-là, les frontières vont devenir beaucoup moins hautes qu'elles ne sont aujourd'hui. On va prendre 2 dernières questions parce que l'heure tourne. Hélas, hélas.
Oui, qui est-ce qui parle ici? Ouais, c'est moi. Ah, papa. Ok, on m'entend. C'était juste pour savoir, vous avez quel âge? Moi, j'ai... C'était juste pour savoir. Non, mais parce que mais ça fait attendez, combien de temps que vous êtes géographe? Mais il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de mystère. J'ai fêté mes 73 ans cet été. Et j'ai une deuxième question, ça fait combien de temps que vous êtes géographe? Depuis combien de temps je suis géographe? Ouais. Alors moi, j'ai choisi la géographie après mon baccalauréat en 1966. Chut. En fait, je voulais être cuisinier quand j'étais petit. Et puis, on m'a empêché d'être cuisinier. Donc après, hélas, je regrette toujours, c'est pour ça que je m'intéresse à la géographie de la gastronomie et du vin. Mais après, au moment de l'adolescence, quand j'avais votre âge, c'était le début des voyages en avion. Moi, je n'avais jamais pris l'avion à cette époque-là. Et je m'étais dit, dans mon rêve, ce serait formidable de voyager. Et donc, il faut que je trouve un métier dans le tourisme, peut-être chez Air France, etc. Vous savez, on a des rêves, comme vous avez tous les uns et les autres. Et donc, en 66, je n'avais pas trop de projets professionnels, mais j'ai choisi la géographie comme discipline et je ne le regrette pas. Chaque jour, je me sens un peu plus géographe. Mais du coup, vu que vous ne preniez pas l'avion, vous traversiez les frontières à pied? Je n'avais pas franchi beaucoup les frontières quand j'avais votre âge. J'étais allé peut-être une fois ou deux en Italie. J'avais dû passer un mois en Angleterre pour apprendre un peu d'anglais quand j'étais en classe de seconde. Mais je n'étais pas un grand franchisseur de frontières. Je vais vous dire, mais s'il vous plaît, j'ai pris l'avion pour la première fois avec mes sous, quand j'ai passé l'agrégation en 1971, je suis allé à Nice en avion, donc j'avais 22 ans, c'est la première fois que je montais dans un avion. Voilà. Mais à l'époque, les voyages en avion étaient chers, mais c'était, je me souviens encore très bien, à 22 ans, et pourtant j'avais eu des cours sur tous les pays du monde, mes maîtres avaient voyagé dans le monde entier, mais c'était une très très grande émotion de monter pour la première fois dans un avion. Et la dernière? Pensez-vous que la frontière de Corée du Sud et Corée du Nord peut être politiquement rompue? Je le souhaite ardemment, je le souhaite très 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 fort. Je pense que derrière tout ça, il y a quand même aussi les deux grandes puissances d'un côté qui n'ont pas très envie que la Corée du Nord disparaisse. C'est la Chine d'une part et c'est la Russie d'autre part. La Chine n'est pas très heureuse d'avoir à ses portes immédiates, derrière sa frontière, un pays démocratique et capitaliste. C'est la raison pour laquelle Hong Kong a du souci à se faire pour son autonomie. Et Taïwan aussi, mais Taïwan c'est un sujet différent dont on n'a pas le temps de parler, c'est aussi une frontière très 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 vigoureuse. Mais la Russie souhaite que la Corée du Nord reste dans le modèle soviétique qui est celui dans lequel elle a été créée en 1953. Mais c'est un drame absolu pour les Nord-Coréens, ça je peux vous l'assurer. Voilà, merci à tous. Merci à tous.